Dans cette vidéo, qui porte toujours sur le chapitre 5, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de la section 1, à savoir celle qui porte sur la question du risque moral. Donc, on avait vu dans l'introduction qu'il y a deux types de problèmes d'information qui sont issus de la situation d'asymétrie d'information. La sélection adverse, c'est-à-dire l'asymétrie d'information pré-contractuelle, et nous nous intéressons à présent au risque moral, qui est la situation d'asymétrie d'information post-contractuelle. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat est signé, c'est-à-dire que la transaction va démarrer, eh bien, on va être confronté à des situations de risque moral, c'est-à-dire des situations où les participants vont pouvoir entreprendre des actions non observables, c'est-à-dire qu'une des parties va pouvoir mettre en place des actions ou prendre des décisions qui ne sont pas directement observables par l'autre partie. Or, ces actions, ces décisions vont avoir des conséquences sur le résultat et surtout sur les surplus qui seront associés aux deux parties. Et donc ici, et encore, on voit assez bien dans quelle mesure est-ce que cela va pouvoir occasionner des comportements opportunistes, car dans la mesure où je peux entreprendre des actions non observables de la part d'autres agents économiques, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette liberté, cette marge de manœuvre, de manière à augmenter mon intérêt personnel au détriment des autres agents économiques. Donc, voilà la manière dont on va définir de manière un peu plus précise le risque moral. C'est une situation où l'asymétrie d'information permet à un agent d'entreprendre des actions non observables affectant le bien-être d'autres agents. Et donc, effectivement, ce que vous verrez en lisant de manière plus précise la définition qui est ici, c'est que les parties n'ont pas toujours intérêt à agir conformément aux intérêts de l'autre partie, en dépit des promesses et des engagements contractuels qui ont pu être faits au départ. Si on veut être un peu plus précis maintenant, lorsqu'on s'intéresse au risque moral, eh bien, il faut souligner que cela revêt en réalité deux formes différentes. Il y a ce qu'on appelle les problèmes d'action cachée et les problèmes d'information cachée. Nous parlons d'action cachée lorsque, après la signature du contrat, une des deux parties ne peut pas observer l'action qui est prise par l'autre partie. Et donc, dans notre exemple ici, si c'est la partie B qui peut entreprendre une action qui n'est pas observée par la partie A, eh bien cette partie B pourra être incitée à diminuer son niveau d'effort, ce qui aura pour conséquence de diminuer le revenu, le bien-être associé à la partie A. Donc ici, on a une action cachée puisque finalement, la partie A ne peut pas voir ce que fait la partie B, donc elle ne peut pas surveiller que son comportement est conforme à ce qui avait été défini précédemment. Ça, c'est ce qui relève de l'action cachée. On a une autre forme de risque moral qui est ce qu'on appelle l'information cachée. Et donc ici, c'est lorsqu'après la signature du contrat, la partie A pourrait observer, elle ne le fait pas forcément, mais elle pourrait observer l'action de la partie B. Mais en revanche, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire, c'est de déterminer si cette action est pertinente. Ici, c'est une situation qui va notamment survenir de manière très fréquente lorsque la transaction a été mise en place en raison d'un défaut d'expertise. Si vous décidez de faire appel à un autre agent économique pour qu'il réalise à votre place une tâche particulière, très souvent la raison pour laquelle vous le faites, c'est que cette partie a des compétences dont vous ne disposez pas. Et donc, si cette partie a des compétences dont vous ne disposez pas, vous avez beau l'observer pendant qu'elle est en train d'effectuer la tâche en question, eh bien, vous n'avez pas ni les compétences, ni la capacité de pouvoir juger de la pertinence de son action. Donc, l'exemple topique ici est celui d'un garagiste. Vous pouvez très bien décider de prendre une matinée pour rester à côté de votre garagiste pendant qu'il s'occupe de votre véhicule. Si vous n'avez pas de connaissances en mécanique, vous allez observer son action, mais vous souffrirez d'informations cachées puisque vous ne saurez pas si les actions qui sont mises en place par le garagiste sont en effet essentielles à la prestation. Donc, deux types de problèmes, action cachée, information cachée, qu'on a décrit dans le slide précédent en faisant référence à une partie A et une partie B. Et ce qu'on verra, c'est notamment dans le cadre du chapitre suivant, mais c'est que ce problème du risque moral, finalement, on peut le retrouver et l'appliquer à un nombre de situations quasiment infinies, puisqu'il suffit que deux agents économiques démarrent une transaction ou une relation quelconque pour qu'on voit apparaître ce problème de risque moral. Donc, par exemple, entre un patient et un médecin, il y a du risque moral. D'accord ? Donc, le médecin a des compétences forcément que le patient n'a pas. Et donc, lorsque le médecin va ausculter son patient ou lui prescrire des traitements, eh bien, le patient n'est pas en mesure de savoir la pertinence, de connaître la pertinence de cette action. C'est la même chose avec les actionnaires et les dirigeants. Les actionnaires vont confier à des dirigeants la gestion de l'entreprise. S'ils le font, c'est
tout simplement parce qu'ils n'ont pas nécessairement la compétence, eux, pour diriger de grandes entreprises, mais on sait très bien qu'ensuite, les dirigeants vont disposer d'une certaine marge de manœuvre, d'une certaine liberté, puisqu'ils ont un meilleur accès à l'information, puisqu'ils ont des compétences que les actionnaires n'ont pas nécessairement, et bien ils vont pouvoir profiter de cette asymétrie d'information pour maximiser leur intérêt personnel au détriment de celui des actionnaires. Et donc cela va notamment passer par le fait de se verser des rémunérations plus intéressantes, le fait de faire des choix en termes de gouvernance, de diversification ou de rachat d'autres entreprises qui n'auraient pas forcément pour objectif d'améliorer la situation des actionnaires, mais simplement d'améliorer le prestige, le pouvoir, le salaire des dirigeants, et donc ça se ferait au détriment des actionnaires. On peut également retrouver des problèmes de risque moral dans toutes les relations industrielles entre une entreprise et ses sous-traitants, ou également, et ce sera un de nos champs d'application privilégiés dans la suite du cours, dans la relation employeur-employé. Donc, dans la relation employeur-employé, effectivement, il y a du risque moral dans la mesure où l'employeur ne peut pas être en permanence derrière tous ses salariés. Donc, il y a forcément ici des problèmes d'action cachée, puisque les employés vont pouvoir prendre des décisions ou mettre en place des actions qui ne sont pas directement observables. Et dans certains cas également, ils pourront mettre en place des actions, mais il sera impossible pour l'employeur de savoir si le fait que les actions n'aient pas donné les résultats escomptés, est-ce que c'est lié à un défaut de l'action qui a été mise en place par l'employé, ou est-ce que c'est lié à d'autres éléments. Et donc on a bien ici un problème d'information parfaite. Dans la mesure où ce cadre d'analyse il peut être utilisé dans beaucoup de cas particuliers, c'est ça qui va justifier le fait qu'on puisse construire un cadre théorique unificateur. Et donc ça, c'est notamment ce qu'on verra dans le cadre du chapitre suivant, dans le chapitre 6, puisqu'on parlera plus précisément de la théorie principale. Alors, de la même manière qu'il existait des solutions empiriques à la sélection adverse, ce qu'on va voir pour finir cette vidéo, c'est qu'il existe des solutions empiriques au risque moral. Il y a 3 solutions essentielles. La première, c'est de contrôler plus. La deuxième, c'est de mettre en place des techniques de cautionnement. Et la troisième, ce seront les incitations monétaires. Première solution, augmenter les ressources dédiées au contrôle. Effectivement, ici, l'idée, c'est plus j'augmente le contrôle, plus je vais être en mesure de détecter et donc de dissuader les comportements déviants. Pourquoi? Parce que si je détecte, je vais être en mesure de punir. Donc, si les comportements déviants sont à la fois identifiés et punis, eh bien, cela a pour effet de punir, mais également de dissuader les autres individus qui seraient tentés de mettre en place ce type de comportement déviant. Et donc ici, on peut penser au fait de mettre en place de la surveillance directe. Donc certains salariés ont comme tâche le fait de surveiller d'autres salariés. Cela peut également être des outils qui vont surveiller le temps de travail. Donc les pointeuses, et notamment les pointeuses modernes aujourd'hui, avec le fait que les individus aient des badges lorsqu'ils rentrent dans les locaux, ça permet de savoir effectivement si le temps de travail est respecté. Et on peut également penser à tout ce qui est reporting. Donc le fait que les salariés soient tenus régulièrement de rendre des comptes sur la manière dont ils ont organisé leur temps, les objectifs qu'on leur avait assignés, est-ce qu'ils les ont atteints, pas atteints, s'ils les ont pas atteints, pour quelles raisons, etc. Alors ça, c'est une première possibilité, avec toutefois une limite importante, c'est que ces contrôles sont coûteux, donc ça prend du temps, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de mobiliser des ressources, et la deuxième limite, c'est qu'ils peuvent être contournés. Donc on peut mettre en place des comportements stratégiques qui vont consister à détourner et à essayer d'échapper au contrôle. Donc là, c'est presque contre-intuitif, puisque l'idée, c'est qu'on surveille pour s'assurer que l'individu utilise ses capacités pleinement, et en fait, l'individu utilise ses capacités pour essayer de détourner le contrôle. Donc, on verra que ce n'est pas forcément la meilleure solution, et que la mise en place d'incitation peut être plus efficace. Une deuxième solution empirique au risque moral est le cautionnement, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les individus constituent une caution qui va être finalement une garantie d'un niveau d'effort raisonnable. Et donc ici, on l'avait notamment étudié dans le cadre du cours, vous avez présent dans le slide des développements qui ont été faits par Édouard Lazire, qui montrent comment est-ce qu'on peut utiliser la relation qui lie le salaire à l'ancienneté comme étant un mécanisme de cautionnement, c'est-à-dire qu'à mesure que les individus vont gagner en ancienneté, les promesses de salaire élevés vont fonctionner comme une caution qu'ils risquent de perdre si jamais ils dévient, et donc le modèle salarial servirait de garantie. Vous lirez les slides plus en détail, mais ça peut s'expliquer de la manière suivante. Si sur ce slide, on voit que le salaire augmente de manière linéaire avec l'ancienneté, tandis que la productivité augmente de manière non linéaire, c'est-à-dire qu'elle augmente plus fortement au début de carrière, et au bout d'un moment, la productivité stagne, c'est-à-dire qu'en fin de carrière, même en vieillissant, on ne peut pas continuer à devenir plus productif. Et donc, si dans un premier temps,
on voit que le salaire est inférieur à la productivité, ce qui pourrait paraître injuste pour l'individu. En revanche, au-delà d'un certain âge, eh bien, le salaire va devenir supérieur à la productivité. Et donc, on voit bien ici que ça agit comme une garantie, enfin comme une incitation finalement pour l'individu à fournir un niveau d'effort suffisant. Pourquoi? Puisqu'il a tout intérêt à être là à la fin, lorsque son salaire va devenir supérieur à la productivité. Alors évidemment, pour que cela fonctionne, il faut rajouter une clause de départ obligatoire à la retraite. Sinon, on voit bien que sur ce graphique, on pourrait être tenté de rester ad vitam aeternam puisque le salaire continuerait d'augmenter. Et il est également important que la probabilité élevée d'être détecté en cas de manquement soit élevée. Et donc ici, ça veut dire qu'il est nécessaire que des comportements déviants, c'est-à-dire un individu qui choisirait de réduire son niveau d'effort, soient effectivement détectés et punis, c'est-à-dire licenciés. Mais il est également très important que la promesse soit crédible à la fois du côté du salarié mais de l'employeur. En fait, une des conditions d'efficacité de ce modèle de cautionnement est que les pouvoirs de l'employeur quant au licenciement ne soient pas trop étendus dans la mesure où il pourrait être tenté, si on regarde ce graphique, de trouver une justification fallacieuse pour licencier les individus lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsque le salaire risque de devenir supérieur à la productivité. Si ces conditions sont respectées, ce modèle pourrait être efficace. Une des limites importantes de ce modèle et la raison pour laquelle on y fait assez peu souvent référence finalement, c'est que la tendance au changement d'entreprise est aujourd'hui de plus en plus importante et nettement plus importante que par le passé. Enfin, il y a une troisième solution au risque moral qui est la mise en place d'incitations monétaires, mais ça, comme vous le verrez, ce sera l'objet du chapitre suivant.